Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, le bac 2021. Avant le grand oral la semaine prochaine, les élèves vendéens se sont penchés sur la philosophie ce matin pour plus de 6500 terminales, des filières technologiques et générales. Près de 5000 élèves de première ont également passé l'épreuve anticipée de français. Et en raison de la crise sanitaire, le bac a été adapté pour la deuxième année consécutive, notamment concernant cette épreuve écrite de philo. Alexia Janet s'est rendue dans un établissement de Chantonnay pour recueillir les premières réactions des lycéens. Regardez. 10 minutes avant le début de la première épreuve du bac général et technologique. Les élèves sont loin de se laisser gagner par le stress et abordent l'écrit de philosophie avec sérénité. Car cette année, si les candidats ne réussissent pas cette épreuve, ils pourront toujours compter sur leur évaluation en contrôle continu, puisque seule la meilleure note des deux sera retenue. Il n'y a pas vraiment de stress cette année, puisqu'on sait qu'on aura notre moyenne en continu si jamais on a une moins bonne note. Et voilà, on va tout donner, mais on verra bien. C'est un secret, j'ai pas révisé du tout. Donc, après, on a eu pas mal de préparation avant justement les vacances, donc pas de stress, quoi. Voilà. C'est pas un bac normal parce qu'on n'a pas, du coup, il y a plus de sujets au choix et on n'a pas eu tous les cours de philo, on n'a pas pu suivre tout le programme, du coup. C'est plus compliqué, je pense. Bon courage. Une fois les sujets distribués, les élèves retrouvent parfois certains thèmes qu'ils n'ont pas forcément eu le temps d'aborder en classe en raison de la crise sanitaire. Sommes-nous responsables de l'avenir? Discuter, est-ce renoncer à la violence? Ou encore savoir, est-ce ne rien croire? Cette année, 4 sujets ont été proposés aux candidats contre 3 habituellement. Le principe est de prendre en compte les absences qu'ont eu les élèves dans les établissements scolaires cette année du fait de la pandémie. Il est vrai que le stress lié à l'aspect capital de l'épreuve a peut-être un petit peu disparu, en particulier cette année, du fait qu'on ne prenne pas forcément en compte leurs notes d'écrit. Mais il n'empêche que pour la plupart des élèves, c'est quand même un rite, une habitude que leurs aînés leur ont fait passer. À peine 1 heure après le début de l'examen, les premiers candidats commencent à sortir de la salle. Ici, la majorité des élèves ont fini avant même la fin de l'épreuve. Je suis sortie au bout d'1h45. C'était un peu compliqué, mais on fait avec. C'était pas super simple en fait. Et surtout qu'on n'a pas eu beaucoup d'épreuves cette année et c'était une année assez étrange. Donc c'était pas la meilleure des conditions, je pense. Je suis sorti au bout de 2h20. Et comment ça s'est passé Pas très bien, mais on verra bien. Cette année, le contrôle continu représente au moins 82% de la notation finale. En attendant les résultats, les lycéens doivent encore passer le grand oral lundi prochain. Et ces élèves de terminale ont donc dû choisir ce matin devant leur copie entre 4 sujets différents pour la filière générale, 4 autres sujets pour la filière technologique. Parmi les questions posées aux candidats, sommes-nous responsables de l'avenir ou encore est-il injuste de désobéir aux lois ? Alors cette épreuve 2021 avec une note un peu spéciale cette fois, était-elle plus difficile ou plus facile, plus stressante ou moins stressante que d'ordinaire? Nous avons posé la question à Samuel Buchoul, professeur de philosophie dans ce même lycée. Ce matin, des sujets qui sont tombés qui étaient assez durs dans les filières générales, un petit peu moins en technologique. Et donc on verra aujourd'hui, ce soir et demain dans les commissions de correction si ça se traduit dans un grand nombre d'élèves qui n'auront pas vraiment joué le jeu, avec plus ou moins de style dans le fait de laisser de côté l'épreuve, ou bien s'il y aura quand même un ensemble de travaux qui vaudront le coup de notre travail de correction et d'évaluation. En politique J, -3 avant le premier tour des élections régionales et départementales. Hier soir à 19h, vous avez pu suivre le débat du premier tour entre 5 candidats à la présidence de la région. Alors que faut-il retenir de ce débat? Élément de réponse avec Samuel Grasset. Un débat d'un peu moins d'1 heure, assez rythmé. Les candidats ont pu détailler quelques propositions. On a pu aussi voir se dessiner les stratégies de chaque candidat. Une présidente sortante, Christelle Morancet, qui tient à défendre son bilan. Mathieu Orphelin qui conteste justement ce bilan et qui a fait de Christelle Morancet sa principale adversaire. François de Rugy, lui, qui s'appuie sur l'action du gouvernement pour convaincre. Guillaume Garot qui a cherché à se différencier de l'autre liste de gauche en détaillant davantage sa philosophie, sa méthode. Et puis enfin Hervé Juin qui a axé sa stratégie sur la défense des petits territoires.
Et nous avons pu interroger les candidats sur 2 sujets, la ligne ferroviaire Les Herbiers-Cholet et le dossier de l'A831. Quelles ont été leurs réponses ? L'A831, le projet d'autoroute pour désenclaver le sud Vendée, la liaison ferroviaire Les Herbiers-Cholet, dont une étude a montré l'intérêt pour les 2 bassins d'emploi et pour le Puy du Fou. Écoutez l'avis de Christelle Morancet d'abord et de Guillaume Garot. Moi, je suis très à l'aise sur ces 2 sujets puisque c'est la région des Pays de la Loire, sous mon mandat, où nous avons initié ces deux projets. Un, les études sur la ligne Les Herbiers-Cholet. Et bien évidemment, la région des Pays de la Loire participera avec l'ensemble des collectivités. Je rappelle que c'est un travail collectif. Et puis, vous évoquez la 831. Voilà, le contrat d'avenir, c'est moi qui l'ai négocié avec le Premier ministre Édouard Philippe. Donc, bien évidemment, je soutiens ce projet. Il faut tout faire pour pouvoir réouvrir cette ligne. C'est la demande des habitants, des élus locaux d'ailleurs aujourd'hui. Et plus généralement, il faut miser sur le rail pour notre région. Parce que je le disais, c'est un transport plus écologique. Et pour la 831, dans notre région, oui ou non ? Je regarderai précisément les choses, mais je le dis, il y a aussi un arrêt, une halte à Velluire qu'il faut pouvoir envisager entre La Roche et Niort. Et les 3 autres têtes de liste se sont exprimées uniquement sur la ligne Les Herbiers-Cholet. Écoutez. Oui, il faut investir beaucoup plus massivement dans le ferroviaire qu'aujourd'hui. Il faut plus de trains, plus de cadence, des horaires élargis. Il faut réouvrir des lignes. Oui, le train, c'est une solution à la mobilité dans notre région. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur le territoire. Et puis, il faut aussi développer des nouvelles lignes de bus et de cars avec des carburants écologiques. Et là, on a besoin là aussi de donner à chacun des solutions de transport en commun. Oui, moi je suis favorable bien sûr à la réouverture de cette ligne Cholet-Les Herbiers. C'est un projet d'ailleurs qui a été beaucoup porté par les 2 députés de la majorité présidentielle sur le secteur, Denis Masseglia à la Cholet et Martine Le Guy-Ballois aux Herbiers. Ça a un avantage à la fois pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Il y a beaucoup de gens qui vont travailler à Cholet. Il y a aussi le secteur du Puy du Fou où il y a un attrait touristique, donc c'est tout à fait positif. Ça met tout le monde d'accord. Je ne voudrais pas qu'on oublie d'autres axes ferroviaires qui ont besoin d'être améliorés. Je suis d'accord avec l'ouverture de cette ligne, avec 2 éléments. Attention à la qualité et attention à l'accessibilité. J'étais hier soir en gare de Saint-Hilaire-de-Riez. Probablement parce que je ne suis pas équipé du dernier smartphone, je n'ai jamais pu acheter un billet. Je pense qu'il faut renégocier les contrats de qualité, à la fois en termes d'horaires respectés et en termes de remboursement des billets pour les trains qui ne partent pas. Et on rappelle que 3 autres listes sont présentes. Linda Rigaudot pour Un autre monde Pays de la Loire, Eddy Le Belair pour Lutte ouvrière et Cécile Belle de GC pour Debout la France. Et si vous souhaitez voir ou revoir ce débat, il est disponible en ligne sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. Au chapitre social, la CGT se mobilise pour l'hôpital public de Luçon. L'antenne du CHD dans la commune est au cœur des débats depuis décembre dernier après une restructuration des services, des urgences et du SMUR. Et les syndicats dénoncent ainsi un service dégradé et craignent une fermeture sur le long terme. Écoutez. Les principaux problèmes qu'on rencontre à Luçon, c'est déjà la fermeture de différents services qui se succèdent au fil des années. Le dernier, comme je le disais à l'instant, c'était le service de rééducation. En décembre, on a eu une première alerte concernant les urgences et le SMUR. La mobilisation locale a permis que cela ne se produise pas. On nous a affirmé à ce moment-là qu'il n'y aurait pas d'atteinte à venir. Or, le printemps n'a pas eu le temps de se terminer que déjà on tente de faire fonctionner le SMUR et les urgences en service dégradé. À l'occasion des journées européennes de l'archéologie samedi et dimanche, focus sur une découverte faite à Mortagne-sur-Sèvre lors de fouilles préventives l'automne dernier. Une nécropole mérovingienne s'est ainsi révélée aux chercheurs. Le chantier est désormais terminé et les sépultures retrouvées sont examinées à Carquefou au centre régional de recherche de l'INRAP. Et ce dimanche, le public pourra en savoir davantage sur site et sur les premiers résultats de ces fouilles. Explication, Grégoire de Châtillon. C'est une surprise, des fibres d'ortie découvertes sur cette épingle agrandie au microscope. Ici, sur cette autre épingle, des fibres de lin qui ont gardé leur couleur. Des découvertes datées autour du 7e siècle sur le site de cette nécropole de Mortagne-sur-Sèvre. Sur place, parmi les 99 tombes mises à jour, 15 individus ont été inhumés dans des sarcophages. Une des choses vraiment intéressantes sur ce site, c'est que l'une de ces tombes en sarcophage renferme en fait 2 individus dans 2 sarcophages séparés, mais déposés côte à côte sur un seul geste funéraire. Donc on a une seule tombe, deux défunts.
et 2 inhumations au sarcophage côte à côte. La taille, l'âge, le sexe, l'anthropologue va travailler sur l'identité de tous ces individus retrouvés dans le cimetière mérovingien grâce aux ossements rapportés sur place à l'Institut national de recherche archéologique préventive de la région située à Carquefou. L'étude biologique va permettre de dresser, si vous voulez, un instantané de la population, c'est-à-dire comment on vivait à Mortagne pendant à peu près 2 siècles, quelles sont les caractéristiques de cette population. La restitution des premiers résultats de ces fouilles sera présentée pour la première fois dimanche par l'anthropologue. Nous on fouille là, moi je fouille à Mortagne avec une équipe, on vient d'un peu tout le Grand Ouest. Voilà, c'est important pour les gens en local d'avoir accès à leur patrimoine, c'est leur patrimoine qu'on vient fouiller. Nous on est juste quelque part un intermédiaire. Pour découvrir ce patrimoine, Élodie Cabot animera une conférence à 14h30 ce dimanche à Mortagne-sur-Sèvre. Pour y assister, la réservation est obligatoire. On termine ce journal avec cette initiative en partenariat avec l'écrivain Michel Cavard, auteur du conte pour enfants Arthur et l'Étoile Bleue en 2015. Certains élèves du lycée Éric Tabarly des Sables-d'Olonne ont travaillé pendant 1 an pour imaginer une soucoupe volante. Cette soucoupe a été réalisée grandeur nature pour en faire un four à pizza. Et les bénéfices récoltés seront reversés à des associations. Des projets de cette taille, on n'en a pas beaucoup. Effectivement, on en fait quelques-uns dans les années de formation, mais des si gros projets, non, on n'en a pas beaucoup. Donc c'était intéressant par la taille et par l'histoire. Et puis pour les élèves, c'est un projet qui sort un peu de l'ordinaire, quoi. Ça peut être intéressant. On se déplacera avec ce four et on fera des petits gâteaux, comme on a vu là, des petits pains d'épices habillés en Arthur, pour donner à chaque... On mettra 1 euro par petit gâteau vendu pour des associations d'enfants autistes, handicapés ou mal nourris. Tous les handicaps sont concernés avec Arthur. Donc c'est ouvert à toutes les associations. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.